Salut, c'est Manu pour aujourd'hui le démontage du UDR. Premier point très intéressant, Traxxas a mis partout des vis à tête plate sur la carreau. On aurait aimé avoir la même chose sur le X-Max et aussi des empreintes dans le Lexan plus large et plus épaisse en fait au niveau de là où sont les vis. Donc une dizaine de vis à enlever, 4 sur le capot, 2 derrière le toit, 2 derrière les ailes et 2 par côté. Ensuite c'est super facile, tu vas mollo, tu décroches ça en douceur. Au niveau du pare-choc, il faut le glisser dedans, c'est-à-dire qu'il faut la fond d'un côté en fait pour pouvoir sortir la barre de pare-choc de la carreau. Voilà, d'abord la première barre et ensuite tu fais pareil pour la deuxième. N'essaie pas de faire les deux en même temps, tu vas tout flinguer. Le Lexan est tout à fait correct point de vue épaisseur. C'est clair, ils ont mis ce qu'il faut, surtout que les vitres sont découpées évidemment, comme il y a la cage, ça soutient un peu tout ça. C'est vrai qu'en modèle réduit, on a souvent les vitres, mais ces vitres permettent aussi de garder la rigidité de la carreau. Ils auraient même pu les laisser, dis donc. Ensuite, à l'intérieur, nous avons cette cage qui fait braver tout le monde au niveau des scales. Là, le démontage, ça sera un peu plus long, forcément. Alors, on va laisser le poste de pilotage. Pour le sortir, il va falloir enlever le toit. Donc on va commencer par là, même si c'est pas forcément utile. On va vous sortir le poste de pilotage indépendamment de la cage. Bien joué Mani, il a enlevé la mauvaise vis de l'autre côté. Voilà. Hop. Est-ce que ça va suffire pour le sortir? Il y a encore... non. En fait, il y a encore des vis à l'arrière. Donc là aussi, c'est sympa parce que c'est aussi les grandes vis. On va s'enlever les roues de secours. Là aussi, ils ont utilisé les vis à tête plate. Ils ont pas allé s'amuser à mettre un axe derrière pour rajouter des écrous. Alors aussi, cet engin a beaucoup été étonné par la tenue de route malgré le poids. En fait, les roues sont relativement lourdes pour ce que c'est en pneu. En fait, c'est une des raisons sûrement pour laquelle l'engin reste bien par terre. Ces roues sont vraiment lourdes. Ce qui est sympa, c'est la grande taille. Ça serait peut-être cool aussi de voir ça monter sur éventuellement l'un ou l'autre engin. Genre un Buggy 1.8, tu veux monter un peu ta garde au sol. Évidemment, on va voir si le prix chez Traxxas c'est nouveau pas délirant. Parce que s'il nous faut évidemment nous des roues à 100 balles les 4, ça va faire cher. Alors, pourquoi tu arrives de l'autre côté et pas là? Alors évidemment les autres ils enlèvent les vis, ils vous montrent tout ça après, comme ça en fait moi je vous dévisse ça quand vous êtes là, ça vous permet de voir la réalité des choses. Bon là ceci parce que je m'obstine à vouloir enlever le poste de pilotage. Bon, mon petit tournevis il est un peu plus long. Je m'obstine donc à enlever le poste de pilotage cage montée, alors qu'effectivement si on sort toute la cage, on aura le poste de pilotage avec. Surtout là, ça va être la bonne blague, c'est une fois que j'ai enlevé tout ça, on ne peut pas le sortir. Si, ça vient. Alors, ils sont allés nous mettre plein de petits détails pour les amoureux du détail. Je fais toujours pareil, moi je monte la tête, puis vous voyez rien du tout.
Voilà, le poste de pilotage à l'intérieur. Les têtes des pilotes mieux fixées que chez l'Audi, c'est déjà bien. Maintenant que j'ai démonté, j'en profiterai quand même pour bien sûr mettre des rondelles en dessous, pour être sûr que on ne perde pas les têtes de pilote en roulant. Et à l'intérieur du véhicule, nous avons donc absolument totalement rien. Voilà, il y a juste le vario, et donc ces panneaux latéraux en fait ne servent à rien. Ceux les avant, je veux bien, ça empêchera la boue de rentrer. Les côtés pas vraiment utiles, personne ne s'amuse sans la cage. Après, à la limite, c'est peut-être pour ceux qui posent l'engin sans la cage. À voir. On a une drôlerie, parce qu'ils ont pris un boîtier radio qu'ils avaient déjà dans leur stock, et ils sont allés nous mettre l'antenne à côté, puisqu'elle aurait été trop longue, elle aurait dépassé. Ils sont donc allés mettre l'antenne à côté. Le Vario, lui, par contre, est bien à l'arrière, tranquille. Niveau chauffe, on ne devrait pas avoir de soucis. Il y a le poste de pilotage au-dessus, mais à la limite, on pourra peut-être faire un petit passage d'air pour laisser passer l'air. Mettre des ventilos là-dedans ne servira pas à grand-chose, comme dit. C'est une grosse pièce plastique, pas vraiment utile non plus. D'ailleurs, les roues aussi, ça fait un paquet de masse à l'arrière pour rien. Par contre, ce petit réservoir là à l'arrière, lui, n'est pas très lourd. Et ce qui m'intéresse, je pense qu'on peut l'ouvrir. Il est en deux parties apparemment. Ça serait donc sympa en fait pour ceux qui sont intéressés par mettre des équipements en plus. Bien qu'on ait la place à l'intérieur, on a donc ici largement la place de mettre un module de son pour ceux qui veulent et un module d'éclairage. Il n'y a pas besoin d'aller mettre là derrière. Aussi pour une batterie externe, pour tout ce que vous voulez mettre en fonction pour ceux qui aiment le look maquette. Et contrairement à ce que beaucoup croient, accéder au diff avant n'est pas chose compliquée. Quand je vous dis que Traxxas en ce moment, je ne sais pas d'où ils sortent leur ingénieur, mais il est génial. Vous avez 6 vis ici. Quand vous avez enlevé la carreau, en fait, vous avez 6 vis qui vous permettent d'atteindre le diff avant. C'est géant. Franchement, géant. Alors, il faudra très certainement, par contre, le diff avant ne sortira pas parce qu'il y a les noix qui vont coincer. Il faudra donc, je pense, sortir par exemple, ici, devant, on va enlever les axes de suspension, ouvrir la suspension, ce qui fait qu'on pourra déplier les cardans en arrière. On pourra enlever, puisque là ils ont fait comme sur l'X-Max, il y a un petit BTR à l'intérieur de 2,5 dans les noix, enlever les noix et on pourra donc sortir le diff par-dessus là, sans problème. Là c'est pas la peine de le faire, parce que vraiment, c'est évident que c'est super facile. Comme Traxxas fait aussi super bien le boulot au niveau du graissage, tout ça, il n'y aura pas de souci. On a donc ici le dessus du bac à batterie. Et on voit qu'il n'y a clairement rien au-dessus de prévu pour les ventiles. Je pense personnellement donc qu'on pourra facilement, en fait, puisqu'on a beaucoup d'air qui va arriver par devant ici, peut-être faire une entrée d'air sur l'avant. Et franchement, moi, je serais même pour en fait découper une partie de ce bac, mettre peut-être des ventilos par-dessus pour insuffler de l'air frais vers l'hélipo. Exactement la même chose au niveau du moteur ici, en fait. Ça me démange de découper cette partie du châssis là et d'aller y fourrer un gros ventilo de 50 par 50 pour laisser rentrer de l'air, puisque sous les pilotes on aura largement la place. Comme il y a les protections nécessaires pour empêcher la saleté d'arriver jusque là, il ne devrait pas y avoir grand chose qui va aller taper à l'intérieur. On a aussi deux plots ici supplémentaires au niveau du bac à batterie et deux ici. Il y a peut-être un truc de prévu. On ne sait pas si ici c'est pour mettre le module GPS, mais ici c'est clairement pas pour mettre le module GPS. À voir les options futures qui vont nous sortir, s'ils ont prévu quelque chose ou pas. Mais en tous les cas, moi ça me rassure parce qu'il y a moyen honnêtement de faire quelque chose pour que ce moteur chope de l'air frais. Peut-être une grosse découpe sera peut-être exagérée pour la stabilité du châssis. Même si je pense qu'en roulage maquette on n'aura pas trop de problèmes. Mais au minimum faire des trous. Genre, ils auraient pu faire ici des essaims d'abeilles, c'est-à-dire au-dessus des lipots ici, et au-dessus du moteur. En tout cas, on a toute la place qu'il faut pour y balancer du ventilo. Ça me plaît à gogo. Il va falloir que je m'y attelle à ce truc-là. Ça me plaît. Alors,
Les prises, pareil, vous avez un gros bloc qui tient les deux prises, donc vous pouvez virer, il y a deux vis, vous virez le gros bloc, vous virez les deux prises, vous mettez les prises que vous voulez. Vous savez, je n'aime pas les prises Traxxas, je suis absolument totalement contre les connecteurs plats. Pour atteindre le moteur, donc l'étagement de transmission et le reste, ça se passe par en dessous. Pour sortir le diff arrière, c'est pas compliqué non plus. Vous séparez les deux bras de pont ici en enlevant les deux vis, ou à l'arrière, ce que vous voulez. Vous pourrez donc reculer le pont, sortir le cardan central, et ensuite vous avez ici 6 vis autour pour vous retrouver avec ce diff en main. Et théoriquement, avant le diff, on a la réduction planétaire. Alors, on va voir maintenant si on va l'atteindre au centre, cette réduction planétaire, pour vous montrer comment ça marche. Ou si je vais vous sortir le pont arrière pour vous le montrer. Il y a aussi dans l'engin donc le diff central avec l'huile de 20 millions. Alors le bac à batterie, tout ça là, quand ça sera dans la terre et la boue, je sais pas. Ça risque d'être chiant à sortir. Voilà. Donc malgré que ce soit juste un cache, il a quand même des nids d'abeilles, donc il participe donc clairement à la rigidité du châssis ici. Là on voit donc bien la rainure qui est de l'autre côté, le haut en fait, du bac à batterie. On a ici une butée arrière, ce qui fait qu'en fait si vous sortez cette butée arrière, on pourra mettre des lipos un peu plus grandes qui vont bien sûr dépasser, mais si ensuite à ce niveau-là vous virez les prises, vous les mettez ailleurs, il y a de quoi faire. On n'est donc pas forcément totalement limité avec la place. Évidemment là on a une grosse méchante 6S Fluréon pas cher, théoriquement de merde. Elle rentre parfaitement dedans. Voilà, hop. Et à savoir, donc ces Fluréons là, je les utilise dans mes véhicules 12S. Elles sont parfaitement équilibrées, elles ont déjà 20 runs. Contrairement au graphine qui me navigue entre 2,8 V et 3,5 V selon les cellules après les runs avec la même coupure que les Fluréons. Attention. Petite parenthèse sur les lipos. Ensuite, on a donc ici la boîte de transmission principale qui rappelle assez une boîte de transmission d'un véhicule réel. On a le petit cerveau 2075X qui a donc le pignon métal. Ce sont deux cerveaux comme ça que je veux dans le R-Evo. Traxxas, arrête avec ton plastique. Il y a une bielle de liaison fixe ici. C'est vrai que c'est pas vraiment la peine de se casser les pieds avec un réglage ici. De toute façon, prenez l'habitude de régler non pas le trim, mais le subtrim de votre radio pour bien aligner mécaniquement la direction. Je rappelle que la différence entre le trim et le subtrim, c'est que le trim, si vous le mettez à fond d'un côté, tout ce que vous avez réglé le trim d'un côté est perdu en débattement, alors que donc vous avez une grande course de l'autre côté, alors que le subtrim, lui, va décaler le zéro du cerveau, ce qui permettra donc d'avoir le même débattement toujours encore à gauche, à droite. On a un énorme pignon ici en module 0,8, c'est pas du module 1. Ça doit être un 22 ou un 24, la vache. J'ai vu cet engin rouler en 4S, ça envoie déjà bien. En 6S, il est quasiment à 80 km/h. Perso, avec ce poids en 6S, trop de contraintes, je dis. Le réglage, en fait, se fait par un patin qui glisse. Vous avez ici 3 vis avec des trous oblongs et vous pouvez décaler le patin comme ça. Mais attention, ils ont mis en fait les mêmes petits axes que dans le X-Max. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décaler le moteur comme ça, il faut le sortir en entier, décaler les axes et le remettre. Ce que je trouve vachement bien, parce que ça évite, sur les gros chocs et autres, tout décalage du système. Là, on va pas pouvoir sortir le carter, il faut d'abord enlever en fait ce côté-là de la fixation de batterie. Voilà. Alors, on va peut-être pas s'amuser à sortir les deux, on va en sortir qu'un seul. Voilà. Hop.
Ça allait bien. Donc voilà, contrairement à ce qu'on avait cru au début, niveau accessibilité, en fait, on est quand même vraiment super facile. C'est pas un engin de compète, donc c'est pas le genre d'engin où on va sans arrêt devoir changer le rapport de transmission, etc. etc. Alors ce qu'il faudra voir aussi, c'est niveau de l'étanchéité, si tout ceci est bien fait, parce que s'il y a du sable, etc. qui rentre là-dedans, c'est un peu dommage. Puisque ce qui arrive ici sur la couronne principale, on va enlever le cache, on va voir ce qui se passe. Alors, il n'y a pas écrit le nombre de dents, mais il y a vraiment 24 ou 25 dents. Le moteur, la vache, il est hyper léger, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus lourd. Alors, ce moteur Vélignon, alors il y a quelque chose qui me plaît beaucoup sur ce moteur Vélignon, c'est que, en fait, on n'est plus dans la construction d'un Castle. En fait, ce n'est pas un Castle, ou alors Castle a changé son mode de fabrication. On a, comme chez Hobbywing, en fait, un corps de moteur extrudé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de carter avant vissé, l'avant ne peut pas bouger, ce qui fait qu'on a vraiment une grande solidité au niveau de l'avant. Et le moteur, en fait, est en cul-de-sac, tout simplement, comme ça. L'avant est fixe et le rotor est glissé par l'arrière. Et du fait, ça suffit bien sûr un petit carter en plastique à l'arrière, vu que le moteur tient ici à l'avant. Mais le poids de ce moteur me fait vraiment délirer, ça pèse vraiment rien. Niveau de la place du moteur, on est déjà en 42, donc si quelqu'un veut changer le moteur en 42, ça ne sera pas de problème. On pourra mettre aussi un moteur un peu plus long, pour ceux qui préfèrent avoir plus de couple dans l'engin, moins de kV. Personnellement, moi je le vois bien, et j'en ai déjà commandé un Léopard V2, tout simplement en 1680 kV. Ou même le 2000, hein, parce que là on est sur un 2.2, le 2000 avec un petit pignon. Alors le moteur reste en 40-74, il fait physiquement 40 par 77, 42-77, parce que le cache arrière en plastique est rajouté à l'arrière du moteur, il n'est pas intégré dans les dimensions, ce qui fait que le rotor ici à l'intérieur de ce moteur ne sera effectivement donc pas plus grand qu'un autre rotor. Et nous avons ici ce que je vous ai dit. Vous avez là donc les réglages. Il y a encore tonton Nico qui va lui dire ah, tu me soupèses les bourses. Je te soupèse pas les bourses, je te zoome. Voilà. Ici, vous avez les petits axes de réglage. Ici, il est resté dans le chariot, donc méfiez-vous que ça se casse pas la figure ou que ça se met au mauvais endroit. On l'a ici donc dans le trou de fixation F. Nous verrons donc dans la notice ce qu'ils disent au niveau de l'étagement de transmission. Voilà. Et on va enlever. Parce qu'il y a de la vis de partout. Ça y est, j'ai perdu mon type. Il est là. Hop. À propos de type, ça c'est du EDS dans Arowax. Je suis pas content avec, il s'use vachement vite à l'avant. Les meilleurs que j'ai eu de loin étaient les Obao. Si quelqu'un d'autre a des types de bonne qualité, n'hésitez pas à le partager. Voilà. On a donc ici le différentiel central rempli d'huile de 20 millions. Celui-ci par contre n'a pas de corps de diff en métal, il est en plastique. Il faudra donc voir ce qu'il prend. Effectivement, il va très dur. C'est génial. On a ici l'axe, parce que plein se sont posé la question, comme celui-ci ici n'est pas CVD, comment ça se fait? Et en fait, c'est l'axe ici, il a il doit avoir des cannelures à l'intérieur, et il se promène, en fait, c'est lui qui coulisse longitudinalement dans l'emmanchement, au lieu d'avoir ici un cardan qui se promène là, et qui risque de se coincer, et donc de bloquer avec le pont. Ici, on n'aura pas ce souci. En plus, ils nous ont monté un petit joint ici pour empêcher la saleté de rentrer. D'un autre côté, après, est-ce que le rainurage ici dans le plastique est vraiment assez profond pour empêcher la saleté de rentrer dans le diff? Ça sera à voir. Ils nous ont mis la bonne graisse collante. Sur la partie principale, il n'y a rien, puisqu'ici, comme dit, s'il y a du sable qui rentre, ça va se coller, donc vaut mieux qu'il n'y ait rien. Ce sont ensuite deux grands roulements qui font l'étanchéité de la cellule avant. Et on a ici le planétaire. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va sortir le moulin. Parce que, comme ça, au passage, nous allons ouvrir ce nouveau moteur Vélignon, c'est le même qui équipe le Erevo.
Je vais l'ouvrir parce que je veux voir la longueur du rotor de ce moteur. C'est un moteur qui a... Alors ça n'a plus rien à voir avec le Castle. On n'a pas beaucoup de couple. C'est dommage, j'ai monté le Castle ici dans le Green Overdose. Parce que le Castle a un aimant beaucoup plus puissant. Donc il y a à voir ça. C'est pour tout à l'heure. Alors, le planétaire. Bouge pas. Voilà. Alors le planétaire, il est là, à l'intérieur. Vous avez en fait 3 ou 4 petits pignons. Ici, je ne sais pas si vous allez les voir passer, qui circulent dans cette couronne. Cette couronne a des dents vers l'intérieur et les petits pignons ils circulent à l'intérieur. Et c'est donc eux qui font la démultiplication. Alors ça ne change pas la vitesse de rotation entre l'avant et l'arrière. Ça aussi, il y a certains qui ont cru, puisqu'il y a le même planétaire ici à l'intérieur. L'avantage de ce planétaire, c'est que la force motrice va être répercutée sur le cercle et reprise sur le centre, ce qui évite le torque twist, c'est-à-dire le fait que le châssis, comme le Axial Yeti XL par exemple, se déforme totalement, lève une patte et finit par décoller. Cet engin-là, lui, va rester au sol. Comme ils ont mis un et avant et après le diff, vous aurez donc l'effet dans tous les sens, quel que soit ce que le véhicule fait, c'est-à-dire même si DS de l'avant et l'avant va accélérer, on n'aura pas ce torque twist qui va se développer là. Ce que je trouve dommage un peu, c'est vrai qu'ici au niveau de l'étanchéité, je pense que c'est pas à 100%. On n'a pas de rainure ici à ce niveau-là. Il faudra donc se méfier avec le sable à l'intérieur, que ça ne nous fasse pas une grosse gadoue. Voilà, donc inutile de démonter l'arrière, c'est exactement la même chose qu'il y a ici à l'arrière, ensuite couplé bien sûr au diff arrière, qui n'est pas un diff. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on m'a demandé, je ne m'étais pas penché dessus. Il y a un diff à l'avant de cette machine, voilà, il n'y en a pas à l'arrière. On a un essieu rigide, et ça, je l'ai vu dans aucune vidéo. J'ai pas regardé le plan, je me suis pas penché dessus. Je m'en doutais parce que vu le comportement du machin, comme il part de l'arrière sur le sable, c'est évident qu'il n'y a pas de diff. Donc méfiez-vous, si vous forcez sur des surfaces accrocheuses, de ne pas endommager la pignonnerie là-dedans. Il n'y a pas de diff à l'arrière là-dedans, c'est un essieu rigide. On se penchera peut-être dessus au niveau de la notice et de la place, s'il est possible d'y modifier quelque chose ou pas, mais ça m'étonnerait étant donné le genre de construction qu'ils nous ont fait. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est que le pont est fait en 2 parties, ici inférieur et supérieur, ce qui rigidifie donc énormément ce machin. La barre stable arrière par contre est vraiment très fine, mais le comportement vidéo de cet engin est vraiment très sain. Je pense donc qu'ils ont fait vraiment du super bon boulot. En tout cas, je le répète donc, pour ceux qui sont inquiets au niveau de la chauffe comme moi, il y a très certainement moyen de faire quelque chose ici au niveau de l'aération des lipos. On pourrait peut-être même tout simplement utiliser les petites ventilations de Summit ou Erevo. Percer juste l'avant et l'arrière et mettre des grilles pour que l'air puisse rentrer et ressortir. Ça n'amène pas énormément, mais si ça peut nous économiser une dizaine de degrés, ça peut faire beaucoup. On a ici largement aussi la place donc pour mettre des perforations pour amener de l'air d'en haut du véhicule vers le bas. Et ça sera donc évacué forcément par l'arrière. C'est clair qu'ailleurs on ne pourra rien faire. J'aurais préféré vraiment avoir ceci de l'autre sens, avoir le moteur en haut et les lipos en haut entièrement ouverts à l'air, et qu'on ait en fait une espèce de trappe au niveau de la carrosserie ou du châssis pour atteindre tout ça. Voilà, on va rapidement mettre une vis, on va le rassembler plus tard. Parce que en fait, imaginez-vous s'ils avaient fait tout simplement le côté ici démontable, ils auraient pu laisser la cage en fait, fixée avec des clips ou des vis ou ce qu'ils veulent, un truc peut-être un peu plus rapide. Enlever, si on enlève le côté complet ici, puisque là on a à peu près 4-5 cm de hauteur pour le bac à batterie, donc si on enlevait ici tout le côté, on serait donc en face des batteries. Même pas besoin d'enlever le haut de la cage, mais juste le bas. Enfin, ça serait bien sûr été bien plus sympa. Encore poussons le bouchon plus loin, de faire une partie centrale, séparée de l'avant et de l'arrière. Donc ceci ici fixé là, ici des montants fixés au châssis, et de pouvoir ensuite tout simplement enlever ici 4 clips ici, 4 clips là, et de sortir
la partie centrale, le toit, et avoir ici donc un accès total sur le moteur et l'hélipo. Puisque là, rien que le fait de ne plus avoir le toit dedans, déjà on pourrait largement en fait changer des lipos par ici. On pourrait les glisser dedans. Suffisait de reculer un peu peut-être cet arceau ici. On pourrait facilement atteindre le moteur. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose à ce niveau-là. Avant d'attaquer le moteur aussi, nous allons faire autre chose. On va résoudre le mystère étrange de l'amortisseur supplémentaire. Alors, comment qu'ils nous ont mis celui-là dedans? Alors, il y a une vis, mais elle est par devant, donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Yes. Alors, nous avons alors on a effectivement la vis qui tourne, mais elle ne sort pas. Il faut l'aider un petit peu, ça c'est dommage, puisque ici en plus c'est pas une vis qui a une tête plate, enfin qui a un corps plat. On a effectivement ici le filetage entre les deux. On n'a pas de cale entre les deux, donc c'est pas la peine non plus de serrer trop fort tout ceci. Donc la vis ne sort pas, en fait, elle est coincée ensuite par le châssis, ça c'est dommage. On va donc être obligé d'enlever le haut de la cage. Alors il n'y a pas de réglage possible des suspensions. Si, il y a deux perforations, mais la deuxième, apparemment on ne peut pas l'atteindre. En fait, à cause... Voilà. C'était ça le mystère. On y est. Voilà. Hop. Ensuite, on a sorti la vis ici. Et il faut... Ils ont utilisé le même principe que dans le X-Max. En fait, vous avez un trou à l'arrière pour pouvoir sortir l'axe. Ici, dans le triangle à l'arrière. Oh là, je te perds. Stop. Là. Donc à l'arrière, vous avez un trou. Vous pouvez enfoncer votre pointe à tracer ou le petit truc. Nico, tais-toi. Et sortir l'axe de là. Et tu te retrouves donc avec ton amorto en main. Et cet amorto, il n'y a rien dedans. Alors là, il revient un peu, mais c'est pas un ressort. C'est tout simplement l'effet de la pression d'huile. Voilà. Tu vois, il n'y a absolument rien à l'intérieur, il n'y a pas de ressort, il n'y a que dalle. Alors ça aussi, par contre, Traxa, ça fait ça bien. Le piston peut monter jusqu'en haut. On est encore facilement à presque un centimètre du bord. Et parce qu'on a constaté avec l'acheteur du Losi Super Bajaret que sur le Losi Super Bajaret, si vous enlevez les cales de butée en bas, en fait, le piston va taper le capuchon et ça arrache tout. Et donc pas possible de modifier le Losi Bajaret comme tu as envie. Super. En fait, ils ont fait des cordes d'amorto plus courts que les tiges. C'est une erreur de débutant. C'est vraiment pas acceptable de la part de Losi, honnêtement. Alors, en haut, tu n'as pas de possibilité de réglage non plus de tes suspensions. Voilà. Inutile de serrer donc trop fort. Il n'y a pas de calage entre les deux. Tu vois, si tu serres trop fort, en fait, tu vas ramener cette pièce vers celle-là et c'est inutile. Donc là, allez-y en douceur, il faut vraiment juste que la vis tienne dedans. De toute façon, vous avez vu, elle ne peut pas se barrer. Donc là, on a des axes de 3 mm.
ce serait intéressant de voir aussi de combien sont les axes dans les triangles. Voilà. Bouge pas, j'arrive. Hop. Hop. Très bien. Alors, les axes dans les triangles, c'est clairement du 4 mm. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Alors, on va vite démonter aussi une roue. Hop, petit écrou M8, M7. Voilà, on a l'hexagone qui est fait avec le disque et ceci coincé par l'étrier, ce qui fait qu'on ne peut pas enlever l'hexagone de roue, il faut démonter l'étrier de frein, mais l'étrier de frein est monté par une petite vis ici par en haut. Vous en faites pas, c'est pas comme une vraie bagnole, vous allez falloir vous amuser à enlever deux vis là derrière. Vous enlevez l'étrier de frein, vous pouvez enlever l'hexagone. Donc méfiez-vous si vous serrez trop, à mon avis vous allez craquer en fait clairement je pense le disque et ça va tout frotter, bousiller là-dedans. Est-ce que c'est utile en alu? Non, absolument pas, puisque les hexagones de roue Traxxas sont très solides comme ils sont en étoile, on n'a jamais eu de souci à ce niveau-là. Si vous voulez monter ces roues sur un engin qui n'a pas d'hexagone en étoile, il suffit de couper les ergots, ça marche parfaitement. Il n'y a pas de souci. Et alors effectivement, on a un deuxième trou d'ancrage ici de la suspension, mais qui ne sera pas utilisable, puisque le renfort à l'intérieur, lui, couvre ce trou, donc la position des amortisseurs avant est figée définitivement. Après, comme ils ont fait du bon boulot, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Évidemment, comme c'est pas un axe standard avec un écrou de 17, ce qu'ils auraient pu faire avec ça, ils auraient pu faire un écrou de 17. Hein. Si on veut monter d'autres roues, il faudra se méfier par rapport à la profondeur en fait du champ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter n'importe quoi. Là, si on monte ça, par exemple, ça se monte, mais on va aller toucher partout sur les triangles. Il faut donc absolument des roues pas trop larges ou des roues avec du offset. On pourrait monter, bien sûr, ça a la même dimension qu'une roue de Truggy en diamètre total. Donc, on va voir ce que les autres constructeurs nous font. Donc, par exemple, des Proline Badlands avec... je reste persuadé que des Badlands, donc avec la jante Desperado avec un demi-offset qui fait ce diamètre, par contre, devrait se monter sans le moindre encombre. Vous aurez évidemment le problème de ça. En fait, vous avez ce gros trou là, et pour ça, il y a une solution simple, ça s'appelle écrou de roue pour HPI Savage. Parce que l'HPI Savage a un écrou comme ceci, avec une grosse rondelle qui va là-dessus. Il y a même d'ailleurs une profondeur de champ pour aller ici dans la perforation. Alors j'ai pas de Badlands ici, ça c'est plus gros. Ça serait peut-être intéressant de voir aussi avec les paddles du Kyosho Fox. Voilà, donc en tout cas il y a de quoi faire. Effectivement je vous confirme que ces roues sont lourdes. Est-ce que j'ai une balance qui fonctionne? Hop. Ouais, on a des pipiles. Alors, 245 grammes une roue. C'est donc évidemment bien lourd. 290 une SRC Road Crusher piste qui est quand même beaucoup plus grosse. Et si on prend une roue normale, voilà, une roue normale de Truggy qui fait donc le même diamètre, 180 grammes. On va remettre ça à 0 pour être sûr. Ouais, 180 grammes contre 250. Cette roue fait 70 grammes de plus alors qu'elle est plus étroite même si elle a la même taille. Ce genre de roue ne se monte pas puisqu'il n'y a pas de déport. Il faudra utiliser des roues à déport. Évidemment, pas avec des jantes aussi moches. Il faudrait nous faire un bon petit truc bien sympa. Alors, on va remonter les roues. On va poser cet engin de côté. Je vais le remonter ultérieurement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est attaquer l'intérieur du moulin. Parce que là, ça peut être intéressant. Allez hop, je te
te pose à côté, mon kiki. Là, vous avez vu, pour vous faire la vidéo, j'ai même arrêté les chargeurs, les mecs. Hein. Voilà, le moteur. Opération le moteur. Voilà, ici. Alors, un rotor de moteur 4074 standard. Je voulais vous montrer autre chose aussi. À propos des moteurs Goul RC 4076. Ils font la même taille, pourtant les rotors sont plus petits. En fait, donc le rotor d'un moteur Goul RC en 40 par 76 en 1/8 est aussi long à peine qu'un rotor normal en 40 par 65 d'un moteur concurrent. Ce qui explique les faibles performances de la Hobbytech Spirit Next avec le Goul RC 2000 kV, tout comme les faibles performances du 2500 kV. On ne peut pas lui tirer trop long dessus, ça va lui poser un problème. Alors, je vais sortir mes beaux tournevis. Prenez aussi l'habitude, si vous le pouvez, d'avoir toujours un jeu de tournevis que vous n'utilisez que pour les choses délicates. En parallèle de votre jeu de tournevis habituel. Pour ça, quand vous avez un doute, vous n'abîmez pas les vis, vous utilisez juste le bon outil pour desserrer et ensuite vous attaquez avec l'autre si besoin. Ce moteur est d'une légèreté. Je vais enlever. Vous savez ce qu'on va faire? On va enlever le moteur de son support et je vais peser ce moteur. Un moteur de cette taille fait, en règle générale, 380 grammes. On a bien un pignon de 27. Vous du Dieu. Évidemment, on peut se permettre ça. C'est pas un étagement long. Il y a un pignon de 27 parce que vous avez la réduction planétaire qui permet de réduire énormément. Mais donc ça veut dire que si on met un pignon beaucoup plus petit là-dessus, on profitera bien plus de l'autonomie. Voilà, ce que je disais, le moteur n'a pas de carter avant, ça c'est très bon. Je vais reprendre ma balance. Ok. C'est bon. Il n'est pas si léger que ça. En fait, je me suis habitué au moteur 1/5. On a 400 grammes pour ce moteur. Ça me rassure un peu sur ce qu'il y a dedans, je dois le dire. Parce que là, sur le coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, ils nous ont foutu du plastique dedans. Voilà. Donc, la cage arrière en plastique, ça pose pas de problème. C'est sûr qu'on aime bien pour le refroidissement avoir de l'alu. Et on va y voir ce qui nous intéresse le plus. Alors, il n'y a pas de place pour le prendre. Si, alors limite. Voilà. Donc ça aussi, c'est bon signe. C'est des bagues de calage et pas des bagues fraisées sur le rotor. On a donc effectivement un moteur exactement fait comme le moteur du X-Max. À savoir que les bagues avant et arrière du rotor sont en plastique et plus en acier. Donc ces bagues en fait ne tiennent rien. C'est pas celles-là qui sont serties sur l'axe. C'est bien le corps avec les aimants qui est serti sur l'axe. Une bonne couche de fibre. Et voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait pas plaisir. Par contre, évidemment, les performances sont là, pas d'inquiétude à avoir. Les aimants sont pas trop balèzes, ce qui explique que le moteur peut monter facilement dans les tours sans forcer. Voici donc un moteur, un rotor de moteur Arrma, donc Hobbywing rebadgé par Arrma. Donc ceci, alors on va aligner les aimants quand même, on va pas aligner les butées du corps, on va aligner les aimants. Donc moteur 40 par 74 standard, moteur 40 par 74 de chez Traxxas. On a 5 mm d'aimant en moins. C'est donc la dimension d'un rotor d'un moteur de 40 par 68. Alors, il y a deux solutions. Soit, en fait, ils ont tellement réussi à faire évoluer les moteurs en performance que ce moteur aligne effectivement les performances d'un moteur qui est équipé d'un rotor plus gros. Ou alors, ils se foutent bien de notre gueule. C'est incroyable. Alors, on va mesurer les aimants. Parce
que là, du coup, je vois absolument pas pourquoi le moteur est aussi long. En fait, ça n'a aucun intérêt. Sur l'enfer pour mesurer ces trucs avec de la ferraille. Alors, on a donc bien 42 mm de rotor aimanté contre 38. On a 4 mm d'aimant en moins. Donc 10% en fait de matière en moins. Le bobinage aussi, vous voyez, il va de loin pas en fait le bobinage à l'arrière. Donc en fait on a un sacré morceau du moteur qui ne sert pas à grand chose. C'est dommage, ce moteur en fait pourrait s'arrêter ici. Donc ça nous ferait bien un 40 par 68. C'est assez impressionnant. Je suis sous le choc. Alors, les performances sont là. L'autonomie, évidemment, on ne peut pas juger maintenant par rapport à un Castel 2.2 dans un autre engin. Il faudra faire ça sur le e-Revo, puisque, évidemment, là, sur le coup, maintenant, dans ce UDR qui pèse 6 kg et des brouettes, donc 7 kg avec les batteries, on ne pourra pas comparer la performance, mais ce serait vraiment super intéressant de tester ça sur le e-Revo, puisque le e-Revo a le même moteur, de mettre ce moteur là sur le e-Revo, et ensuite avec le même étagement, le même pignon, dans les mêmes conditions, avec les mêmes batteries, monter un Mamba Monster. Mettre le GPS dessus, voir ce que ça donne niveau performance. J'ai déjà eu ce cas il y a longtemps déjà avec les moteurs Reaper RIPPER qui équipaient les Thunder Tiger et la version rebadgée par Team Asso. Beaucoup disaient que c'était des super moteurs, etc. etc. Les rotors étaient plus petits à l'intérieur également, comme c'est le cas ici. Et le moteur donc, de cette même taille de chez Team Asso, qui était monté dans le Team Asso SC8.2, alignait péniblement les 60 km/h en 4S avec le poids du short curse, et on avait beaucoup de chauffe et une faible autonomie, à peu près 13 minutes et une grosse chauffe en 5000. J'ai monté un moteur Hobby-Wing à l'intérieur, à l'époque quand tout le monde disait ouais, Hobby-Wing c'est des trucs chinois, c'est de la merde, puisque les Castel coûtaient à l'époque déjà 180, à peu près 150-180 euros, les Hobby-Wing la moitié. J'ai mis un moteur Hobby-Wing 40 par 76, le Xeron 2000 kV, donc même kV que ce moteur Reaper qui équipait le Team Asso, avec le même étagement de transmission, avec les mêmes lipos sur le même parcours. On a gagné 5 minutes d'autonomie et on est passé d'une température de moteur de 80 à 60. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la super qualité des moteurs qui équipent les Team Asso RTR. Enfin, à l'époque, maintenant, j'espère qu'ils ont fait mieux. Alors, ça me laisse perplexe. Alors, ça me déçoit. Les performances sont là, hein, on l'a vu, mais ça me laisse perplexe. Donc à voir, à tester, à essayer. Il n'y a en tout cas aucun intérêt d'avoir un corps de moteur aussi long avec un bobinage et un rotor aussi court. En fait, on a la même taille en fait, que celui-ci. Le rotor de ce Castel 2650, ça c'est un moteur en 40 par 68. Voilà. Le rotor qui est là-dedans suffirait à aller là-dedans sans problème. C'est à tester, à tester. C'est vraiment, ça me troule tu. Allez, je peux le dire. Alors, je vous dis à bientôt pour les essais de la bestiole. Là, je me tâte. Est-ce que je vais faire les essais avec l'étagement d'origine, puisque tout le monde connaît déjà les performances de ce UDR avec le pignon d'origine. En 4S, c'est largement suffisant. Par contre, en 4S, dans un engin de 7 kg, les batteries souffrent à mort. Je pense qu'il va vous rester 10 minutes d'autonomie, ou une douzaine. En 6S, c'est plus intéressant, mais on a déjà trop de patates, trop de Vmax. Personnellement, je trouve, pour ce type d'engin. Donc je suis assez tenté de faire un essai directement avec un pignon plus petit, en fait. Pour voir la différence, parce que pour moi, atteindre la vitesse qu'on a ici en 4S ou un petit poil de plus avec le 6S serait beaucoup plus intéressant point de vue chauffe et autonomie. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire avec, du style de conduite. Moi, j'ai des engins que j'utilise pour massacrer et j'ai des engins que j'utilise pour rouler soigneusement.
pour moi, tranquille, pépère, regardez évoluer mes modules, mes modèles. Par contre, toujours pas en crawler, hein, attention, hein, vous en faites pas de panique, il me faut des hublots, mes cheveux ont poussé, mais non, vous en faites pas. Je suis pas encore parti en crawler à charbon. Et là, j'y vais parce que Jérôme, il va faire feu, ça, c'est sûr. Salut tout le monde, passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ou un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et puis c'est tout. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai l'engin là. Là, je vais remonter, donc je ne vais pas le redémonter exprès si quelqu'un a une question spécifique sur ce qui se passe dedans. Si je garde cet engin, parce qu'il y a de fortes chances, franchement, parce qu'il me plaît énormément, on aura l'occasion donc de faire la révision des quelques heures, etc. De démonter la totale pour montrer tout ce qu'il y a dedans. Mais ça reste, malgré que ça a l'air complexe, en fait, ça reste quand même relativement simple. On va peut-être poser ça de côté et on va juste revenir, avant que je vous quitte, sur la cage. En fait, on peut donc tout atteindre en fait sur ce véhicule sans enlever la cage. Ça, c'est super. On peut changer les suspensions, on peut changer les roues, les roulements, atteindre le diff avant, le pont arrière, tout. Ça me plaît beaucoup. La cage est fixée avec 2 vis sur le côté. Elle est fixée avec 4 vis ici. Par contre, la cage complète ici fait la rigidité du châssis. Donc, elle contient les tourelles d'amortisseur et tout. Il y a donc 4 vis à enlever à l'avant. Il faudra séparer les biellettes de barre stab. Ensuite, deux solutions. Soit vous sortez l'axe inférieur de suspension pour laisser les amortisseurs avec la cage. Et à l'arrière, vous avez ces 2 vis ici. Et là, pareil, les amortisseurs sont fixés dans la cage. Donc, vous enlevez les 2 vis, par exemple, qui tiennent les bas des suspensions, les biellettes de barre stab, et vous avez votre cage en main avec les suspensions. Ça évitera de devoir enlever ici les suspensions en haut. Si vous voulez enlever les suspensions, 2 vis à l'arrière pour les suspensions, 2 vis ici pour enlever le haut du pare-choc, enlever les hauts de vis de suspension, et c'est bon. Donc, vraiment, 4 vis. 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis. Et on est bon. Effectivement, je confirme, il y a 10 vis pour enlever la cage. Donc un jeu d'enfant. Évidemment aussi les bretelles ici de débattement de pont. Et donc vraiment un jeu d'enfant. Franchement, voilà. Donc, ouais. Je reste persuadé que faire un toit amovible et lipo et moteur ici aurait été mieux. Donc on enlève le toit avec des clips ou peut-être des goupilles par en dessous. On pouvait ouvrir le toit de cette façon-là. Pareil, enlever le poste de pilotage velcroté par exemple à l'intérieur et atteindre les lipos et le moteur par en haut pour laisser un gros ventilo sur le moteur. Une belle arrivée d'air au lipo. Là, si je le garde, c'est sûr que je vais jouer de la perceuse et de la disqueuse et du Virax là-dedans. On va peut-être appeler tonton hashtag pour qu'il m'aide à faire une modif. Salut tonton hashtag. Et voilà. Alors, à bientôt avec cet engin sur la route. Mais il faut vraiment que je me décide si je vais le garder ou pas. Voilà. Et après, si on fait les tests, genre on enlève tout le poids inutile à l'arrière qui sert à rien, donc le réservoir, les petits plastiques, l'arbre de transmission, les radiateurs, etc. Est-ce qu'on arrivera vraiment à économiser beaucoup de poids? On ne sait pas. Je pense que ce sera ridicule et ça ne servira pas à grand chose. Mais vous savez, moi j'aime bien expérimenter. Les pare-chocs devant, ça me plaît beaucoup comme c'est fait. Il y en a un qui tient sur l'autre, ça fait vraiment un bon truc niveau rigidité. Ça fait pas partie de la cage, donc ça doit être possible de l'avoir en pièces détachées. Cette partie, ce museau avant en fait, ça c'est vraiment sympa. Voilà, ce coup-ci j'y vais. Salut les gars et bon bâche à tous. Et je te gratouille. C'était quoi le jeu de mots je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous. Gna, 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 gna.